Chaque jour, sans exception, vous êtes en train de devenir quelqu'un, pas par hasard, pas par magie, mais par les images que vous laissez entrer dans votre esprit, par les mots que vous répétez en silence et par les émotions que vous nourrissez, parfois sans même vous en rendre compte. Ce que vous regardez aujourd'hui façonne déjà la personne que vous serez demain. Et c'est là que réside votre pouvoir, mais aussi votre sang. Peut-être que la vie vous a déjà bousculé. Peut-être que vous portez en vous des blessures invisibles, de souvenirs qui reviennent sans prévenir, des doutes qui murmurent que rien ne changera vraiment. Pourtant, même dans les esprits les plus marqués par l'épreuve, il existe une capacité étonnante à se reconstruire. Le cerveau n'est pas figé, il apprend, il s'adapte, il se transforme, et chaque répétition, chaque image, chaque message que vous choisissez de regarder devient une empreinte nouvelle, une trace qui redessine peu à peu votre manière de penser, de ressentir, d'agir. Regardez ceci tous les jours, non pas comme une simple habitude, mais comme un acte de renaissance. Parce que la répétition n'est jamais neutre. Elle peut enfermer ou libérer. Elle peut renforcer vos peurs ou nourrir votre courage. Ce que vous décidez de voir régulièrement devient une partie de vous, s'inscrit dans votre mémoire émotionnelle et finit par influencer vos choix les plus profonds. Imaginez un instant que chaque jour, vous semiez en vous une image de force, une pensée de clarté, une vision d'espoir. À eu début, cela peut sembler fragile, presque insignifiant, mais avec le temps, ces petites graines deviennent des repères, puis des réflexes, puis une nouvelle réalité intérieure. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous réagirez différemment face à l'adversité. Vous penserez différemment. Vous vivrez différemment. Oui. Il ne s'agit pas d'oublier ce que vous avez vécu, ni de nier vos douleurs. Il s'agit de leur donner un autre sens, de transformer ce qui vous a blessé en une force silencieuse, une énergie qui vous pousse à avancer. Ce que vous regardez chaque jour peut devenir ce fil invisible qui vous guide hors de l'obscurité. Alors choisissez avec soin, choisissez ce qui élève, ce qui apaise, ce qui inspire, parce que votre esprit écoute, même quand vous pensez qu'il se tait. Et ce que vous répétez aujourd'hui devient la vérité dans laquelle vous vivrez demain. Le pouvoir de la répétition quotidienne agit en profondeur, bien au-delà de ce que l'on perçoit consciemment. Chaque expérience répétée, chaque image regardée encore et encore, chaque mot entendu de manière régulière laisse une empreinte dans le cerveau, comme si des chemins invisibles se traçaient peu à peu dans notre esprit. Au début, ces chemins sont fragiles, presque imperceptibles, mais à force de répétition, ils deviennent des routes solides que la pensée emprunte automatiquement. Ce mécanisme n'est pas seulement psychologique, il est biologique. Le cerveau, dans sa capacité d'adaptation, renforce les connexions neuronales qui sont utilisées fréquemment, tandis qu'il affaiblit celles qui sont négligées. Et ainsi, ce que vous exposez à votre esprit chaque jour n'est jamais anodin. Si vous répétez des images de doute, de discours intérieurs négatifs ou des contenus qui alimentent la peur, vous conditionnez lentement votre cerveau à reconnaître ces états comme familiers, voire normaux. À l'inverse, lorsque vous choisissez consciemment de vous exposer à des messages inspirants, à de pensées constructives ou à des visions positives, vous entraînez votre esprit à adopter progressivement ces nouvelles références. Ce n'est pas un changement instantané, mais une transformation progressive, presque silencieuse, qui s'opère en arrière-plan. Ce qui est fascinant, c'est que le cerveau ne fait pas toujours la différence entre ce qui est imaginé intensément et ce qui est réellement vécu. Une image mentale répétée avec émotion peut activer tant de circuits neuronaux similaires à une expérience réelle. Cela signifie que regarder chaque jour un message motivant, une vision d'espoir ou une représentation de réussite ne se limite pas à un simple divertissement.
C'est une forme d'entraînement mental. Vous conditionnez votre système émotionnel à ressentir autre chose, envisager d'autres possibilités, à sortir des schémas limitants. La répétition agite également sur les émotions. Une émotion, lorsqu'elle est vécue de manière répétée, devient plus accessible, plus facile à déclencher. Quelqu'un qui nourrit quotidiennement des pensées anxieuses finit par ressentir de l'anxiété presque automatiquement, comme en l'absence de danger réel. De la même manière, une personne qui s'expose régulièrement à des contenus apaisants ou inspirants développe pardon, une capacité plus naturelle à retrouver le calme ou la motivation. Les émotions ne sont pas figées, elles sont entraînées, façonnées par l'habitude. Quand il y a aussi une dimension presque invisible, mais essentielle, liée à l'attention. Ce que vous répétez devient ce que vous remarquez dans le monde. Si votre esprit est habitué à voir des obstacles, il les repérera partout. Si, au contraire, vous entraînez votre regard à percevoir des opportunités, de solutions ou des signes d'espoir, votre perception de la réalité elle-même change. Si n'est pas le monde qui se transforme immédiatement, qui se transforme, mais la manière dont vous l'interprétez, peut-être cette interprétation influence vos décisions, vos actions, aide finalement votre trajectoire de vie. Cependant, la répétition n'est pas toujours confortable au début. Lorsqu'on introduit de nouvelles images ou de nouvelles pensées, dans un esprit habitué au doute ou à la peur, il peut y avoir une résistance. Une voix intérieure peut rejeter ce changement, le juger irréaliste ou inutile. Cette résistance est normale. Elle témoigne simplement du fait que les anciens schémas sont encore dominants. Mais c'est précisément dans cette phase que la répétition prend tout son sens. Continuer malgré le doute, persister dans l'exposition à des contenus qui élèvent, c'est donner au cerveau le temps de créer de nouveaux chemins. Avec le temps, ce qui semblait artificiel devient naturel, ce qui demandait un effort devient une habitude, et ce qui était au départ une simple décision consciente devient une partie intégrée de votre fonctionnement intérieur. La répétition transforme l'effort en automatisme, tel l'automatisme en identité. Vous ne vous contentez plus de penser différemment, vous devenez quelqu'un qui perçoit, ressent et agite différemment. Ce processus demande de la patience car il s'inscrit dans la durée. Mais il offre une liberté immense. Il signifie que même après des expériences difficiles, même après des périodes marquées par la peur ou la douleur, il est possible de reconfigurer son monde intérieur, non pas en effaçant le passé, mais en choisissant ce que l'on nourrit au présent. Chaque répétition devient alors un acte de création, une manière de redéfinir progressivement qui vous êtes et ce que vous pouvez devenir. Euh, Transformer la douleur en force intérieure n'est pas un acte immédiat, point, ni une décision simple que l'on prend un jour pour ne plus jamais vaciller. C'est un processus lent, souvent invisible, qui se construit dans les espaces les plus fragiles de l'être. La douleur, lorsqu'elle surgit, a d'abord tendance à envahir. Elle resserre le regard, enferme la pensée, donne l'impression que tout se réduit à cette expérience difficile. Elle peut faire croire que l'on est condamné à porter ce poids indéfiniment, comme si ce qui a blessé définissait désormais ce que l'on est. Et pourtant, la douleur n'est pas seulement une fin ou une rupture. Elle peut devenir un point de départ, une matière brute à partir de laquelle quelque chose de nouveau peut émerger. Cela ne signifie pas que la souffrance est souhaitable ou qu'elle doit être minimisée. Au contraire, elle doit être reconnue, traversée, parfois même apprivoisée. Car c'est dans cette reconnaissance que commence la transformation. Ignorer la douleur ou tenter de la fuir la rend souvent plus persistante, plus diffuse, tandis que l'accueillir permet de lui donner une forme, un sens, une limite. Il existe en chacun une capacité à métaboliser l'épreuve,
à lui donner une signification qui dépasse le simple fait d'avoir été blessé. Cette capacité ne se manifeste pas toujours spontanément. Elle peut nécessiter du temps, du soutien, des moments de recul, mais elle est là comme une ressource discrète, prête à être activée. Lorsqu'une personne commence à regarder son expérience non plus uniquement comme une injustice, mais comme une partie de son histoire qui peut être intégrée, quelque chose change, la douleur ne disparaît pas immédiatement, mais elle cesse d'être uniquement destructrice. Et aussi, ce qui est marquant, c'est que la transformation ne vient pas de la douleur elle-même, mais de la manière dont elle est interprétée et intégrée. Deux personnes peuvent vivre des événements similaires et en tirer de conséquences très différentes. L'une peut se refermer, se protéger au point de s'isoler, tandis que l'autre peut développer une sensibilité accrue, une compréhension plus profonde d'elle-même et des autres. Cette différence ne tient pas à une force innée supérieure, mais à un processus intérieur qui permet de donner un autre sens à ce qui a été vécu. Et peu à peu, ce qui faisait souffrir peut devenir une source de compréhension. Une blessure peut ouvrir à une plus grande empathie. Une perte peut révéler ce qui compte réellement. Une épreuve peut faire émerger des ressources que l'on ne soupçonnait pas. Ce renversement n'efface pas la trace de la douleur, mais il la transforme en quelque chose d'utile, presque structurant. Comme si, au lieu d'être un poids qui tire vers le bas, elle devenait un point d'appui pour avancer différemment. Plein de. Il y a aussi une dimension identitaire dans ce processus. Tant que la douleur est vécue comme une fatalité, elle tente à enfermer dans une image de soi limitée, marquée par la vulnérabilité ou la peur, mais lorsque cette même douleur est intégrée comme une expérience traversée, elle peut renforcer le sentiment de continuité personnelle. On ne se définit plus uniquement par ce qui est arrivé, mais par la manière dont on y a répondu, dont on a continué à avancer malgré tout. Et ce chemin n'est pas linéaire. Il peut y avoir des retours en arrière, des moments où la douleur reprend le dessus, où les anciennes émotions refont surface avec intensité. Cela ne signifie pas que la transformation a échoué, mais simplement qu'elle est encore en cours. Chaque retour est une occasion supplémentaire d'approfondir ce travail intérieur, de consolider les nouvelles façons de comprendre et de ressentir. Io, avec le temps, une forme de force émerge, mais elle n'a rien de rigide ou d'imperméable. C'est une force souple, capable d'accueillir les émotions sans s'y perdre, de reconnaître la fragilité sans s'y enfermer. Elle se manifeste dans la manière de se relever, de continuer à créer du sens, de rester en lien avec soi-même et avec les autres, malgré les blessures passées. Et ainsi, la douleur cesse d'être uniquement un obstacle. Elle devient une composante de l'histoire personnelle, une source de profondeur, parfois même une origine de transformation. Ce qui semblait au départ insurmontable peut alors être intégré comme une expérience qui, bien que difficile, a contribué à façonner une manière plus consciente, plus nuancée, plus humaine d'exister. Les images mentales occupent une place centrale dans la manière plante dont l'être humain se construit intérieurement, s'ouvre sans qu'il en ait pleinement conscience. Avant même les mots, avant même les raisonnements élaborés, l'esprit fonctionne avec des représentations. Ce que vous imaginez, ce que vous visualisez, ce que vous évoquez intérieurement, façonne votre perception du monde et de vous-même. Ces images ne sont pas de simples reflets passifs de la réalité, elles participent activement à la création de votre expérience intérieure. Et lorsqu'une personne traverse une épreuve, ce ne sont pas uniquement les faits qui marquent, mais aussi les images qui s'y associent. Une scène, un regard, un moment précis peut se fixer dans la mémoire et revenir parfois de manière intrusive. Ces images peuvent renforcer la douleur, entretenir la peur ou figer une certaine vision de soi. Mais ce mécanisme fonctionne dans les deux sens.
De la même manière que des images négatives peuvent enfermer, des images choisies consciemment peuvent ouvrir, apaiser, transformer. Le cerveau ne traite pas une image mentale comme une simple abstraction. Lorsqu'elle est suffisamment vivante et répétée, elle mobilise des circuits similaires à ceux de la perception réelle. Cela signifie qu'imaginer une situation avec intensité peut provoquer des réactions plantares, émotionnelles et physiologiques proches de celles que l'on vivrait en la traversant réellement. Le cœur peut s'accélérer, les muscles peuvent se tendre ou se relâcher, une sensation de calme ou d'espoir peut émerger. Cette capacité donne aux images mentales un pouvoir particulier, celui d'agir directement sur l'état intérieur. Et dans un processus de reconstruction, cette dimension devient essentielle. Introduire volontairement des images différentes dans son esprit, c'est commencer à modifier la manière dont on se perçoit et dont on anticipe le futur. À lieu de se représenter uniquement des scénarios d'échec, de rejet ou de peur, il devient possible de créer des visions où l'on agit avec confiance, où l'on fait face avec plus de stabilité, où l'on avance malgré les incertitudes. Ces images ne sont pas des illusions naïves, elles sont des outils de transformation. Et au début, ces nouvelles représentations peuvent sembler artificielles, presque étrangères. Elles ne correspondent pas encore à l'expérience vécue. Tel esprit peut les rejeter ou les considérer comme irréalistes, mais avec la répétition, elles commencent à s'intégrer. Elles deviennent plus familières, plus accessibles. Et progressivement, elles influencent la manière dont une personne réagit dans des situations concrètes. Ce qui était auparavant perçu comme une menace absolue, pointant, peut être envisagé avec plus de distance, simplement parce que une autre image est disponible dans l'esprit. Donc, les images mentales jouent également un rôle dans la construction de l'identité. Chacun porte en lui une certaine représentation de ce qu'il est capable de faire, de ce qu'il mérite, de ce qu'il peut devenir. Ces représentations ne sont pas figées, mais elles sont souvent influencées par les expériences plus tard, passées et les messages intériorisés. En modifiant ces images, en introduisant des visions plus ouvertes, plus nuancées, il devient possible d'élargir le champ des possibles. Une personne qui commence à se voir comme capable d'évoluer, de réussir, de surmonter, change progressivement sa manière d'agir. Il y a aussi une dimension émotionnelle très forte. Les images mentales peuvent servir de refuge, mais aussi de tremplin. Visualiser un moment de calme, un lieu apaisant, une situation où l'on se sent en sécurité peut aider à réguler des états internes difficiles. De la même manière, c'est se représenter en train de réussir une action ou de franchir une étape peut renforcer la motivation et diminuer l'appréhension. Ce travail intérieur, bien qu'invisible, a des effets concrets sur le comportement. Cependant, ce processus demande une certaine discipline. L'esprit a tendance à revenir spontanément vers les images les plus ancrées, souvent liées à des expériences marquantes ou à des émotions intenses. Introduire de nouvelles images nécessite donc une répétition consciente, une intention claire. Il ne s'agit pas de forcer ou de nier ce qui existe déjà, mais d'élargir progressivement le répertoire intérieur. Avec le temps, ces nouvelles représentations s'installent. Elles deviennent des repères, des points d'appui dans les moments d'incertitude. Elles permettent de ne pas être entièrement de temps dominé par les images du code, mais de créer un espace où d'autres possibilités peuvent exister. Ce déplacement, même subtil, modifie profondément la relation à soi-même et au monde. Ainsi, les images mentales ne sont pas de simples pensées passagères, elles sont des forces actives, capables d'influencer les émotions, les comportements et les choix. En apprenant à les reconnaître, à les orienter
et à les nourrir différemment, il devient possible de participer activement à sa propre reconstruction en transformant l'espace intérieur en un lieu où de nouvelles formes de vie peuvent émerger. Ino. Briser les schémas négatifs et reprogrammer son temps. Esprit ne consiste pas à effacer brutalement ce qui existe déjà, ni à lutter contre soi-même avec une forme de rejet intérieur. Ces schémas ne sont pas apparus par hasard. Ils se sont construits au fil du temps, souvent pour protéger, pour éviter une douleur, pour donner un sens à des expériences difficiles. Ils ont été utiles à un moment donné, même s'ils deviennent ensuite limitants. Comprendre cela change déjà la manière de les aborder, car il ne s'agit plus de les combattre comme des ennemis, mais de les reconnaître comme des automatismes qui peuvent évoluer. Un schéma négatif, c'est une manière de penser, de ressentir ou d'agir qui se déclenche presque sans réflexion. Cela peut être une pensée comme «je n'y arriverai pas», une réaction de peur face à une situation nouvelle ou encore une tendance à anticiper le pire. Ce schéma devient si familier qu'il semble naturel, comme s'il faisait partie de l'identité. Pourtant, ils sont le résultat d'un apprentissage. C'est tout ce qui a été appris peut, avec le temps, être transformé. Et le premier mouvement vers ce changement est souvent une prise de conscience. Observer ses propres réactions, remarquer les pensées qui reviennent, identifier les situations qui déclenchent certaines émotions, permet de mettre en lumière ces mécanismes. Tant qu'un schéma reste inconscient, il agit librement, sans être questionné. Dès qu'il est reconnu, un espace se crée, une distance qui permet de ne plus y adhérer totalement. Mais la simple prise de conscience ne suffit pas toujours à transformer en profondeur. Les anciens schémas sont enracinés dans des circuits neuronaux renforcés par la répétition. Ils ont une forme d'inertie. C'est là qu'intervient la notion de reprogrammation qui repose sur un principe simple mais exigeant, introduire de nouvelles façons de penser et les répéter suffisamment pour qu'elles deviennent elles aussi des automatismes. Et ces processus demandent de la constance. Remplacer une pensée négative par une pensée plus constructive peut sembler artificiel au début. L'esprit peut résister, revenir vers l'ancien chemin, comme attiré par ce qui lui est familier. Gêne et résistance n'est pas un échec, elle fait partie du processus. Chaque fois qu'une nouvelle pensée est choisie, même brièvement, elle laisse une trace. Et ces traces accumulées finissent par modifier l'équilibre intérieur. Pas. Il ne s'agit pas de nier la réalité, ni d'être se convaincre de quelque chose qui semble totalement faux. Reprogrammer son esprit consiste plutôt à introduire des alternatives plus ouvertes, plus nuancées. Par exemple, remplacer une certitude négative par une possibilité, passer de «je vais échouer» à «je peux essayer autrement». Cette nuance permet de rester en contact avec la réalité tout en ouvrant un espace de transformation. Les comportements jouent également un rôle essentiel dans ce processus. L'esprit ne se modifie pas uniquement par la pensée, mais aussi par l'action. Adopter de nouvelles habitudes, même petites, vient renforcer les nouveaux schémas. Chaque action différente envoie un message au cerveau, une autre manière de faire est possible. Et plus ces actions sont répétées, plus elles deviennent naturelles. L'Inde, il y a aussi une dimension émotionnelle importante. Les anciens schémas sont souvent associés à des émotions fortes, ce qui les rend particulièrement résistants. Introduire de nouveaux schémas nécessite donc de créer de nouvelles expériences émotionnelles. Ressentir un minimum de satisfaction, de calme ou de confiance dans une situation où auparavant dominait la peur contribue à ancrer ces nouvelles voies. Ce chemin n'est pas linéaire, il y a des moments de progression, mais aussi des retours vers les anciens automatismes. Cela peut donner l'impression de reculer, alors qu'il s'agit souvent d'un processus d'intégration. Chaque retour permet de mieux comprendre, de renforcer la conscience et d'affiner les nouvelles réponses. Et qu'avec le temps, un basculement se produit,
Les anciens schémas perdent de leur intensité, de leur évidence. Ils peuvent encore apparaître, mais ils ne dominent plus de la même manière. Les nouveaux schémas, au contraire, deviennent plus accessibles, plus spontanés. C'est qui demander un effort conscient devient une réponse naturelle. Plein reprogrammer son esprit, c'est en réalité redonner de la souplesse à son fonctionnement intérieur. C'est passer d'un système rigide, dominé par des automatismes limitants, en espace plus ouvert où plusieurs réponses sont possibles. Ce souplesse permet de s'adapter, de choisir, de ne pas être entièrement déterminé par le passé. Peu à peu, une nouvelle cohérence se construit. Les pensées, les émotions et les actions s'alignent différemment. La personne ne se contente plus de réagir, elle commence à orienter sa manière d'être et dans cet espace. Même les anciens schémas, autrefois contraignants, peuvent être regardés avec une certaine distance comme des traces d'un fonctionnement passé qui n'a plus besoin de diriger le présent en rien. Choisir consciemment une nouvelle direction de vie chaque jour est un acte qui peut sembler simple en apparence, mais qui engage en réalité une transformation profonde de la manière d'exister. Beaucoup imaginent que le changement repose sur une décision unique, un moment décisif où tout bascule. Pourtant, ce qui façonne réellement une trajectoire, ce sont les micro-choix répétés, souvent discrets, qui orientent progressivement le regard, les actions et les priorités, qui chaque jour commence avec une forme d'ouverture, même si elle est imperceptible, une possibilité de reproduire les mêmes schémas ou d'introduire une légère variation. Cette variation peut être minime, presque invisible de l'extérieur, une pensée différente face à une difficulté, un geste inhabituel, une manière plus douce de se parler intérieurement. Mais c'est précisément dans cette subtilité que réside le pouvoir du choix. Car répéter dans le temps ce qui semblait insignifiant devient structurant, et choisir une direction, ce n'est pas nécessairement savoir exactement où l'on va, c'est plutôt définir une orientation, une intention qui guide les décisions quotidiennes. Cela peut être se rapprocher d'un état intérieur plus apaisé, développer une forme de courage ou simplement chercher à vivre avec plus de cohérence. Votre orientation agite comme un fil conducteur, un repère qui permet de ne pas se perdre complètement plus tard. Dans les automatismes ou les influences extérieures, il existe souvent une illusion selon laquelle nos vies sont largement déterminées par les circonstances, les événements passés ou les contraintes présentes, et il est vrai que ces éléments influencent profondément le parcours. Mais au cœur de ces influences, il reste un espace, parfois étroit mais réel, où le choix est possible. Ce choix ne supprime pas les difficultés, mais il modifie la manière d'y répondre, et cette réponse répétée devient à son tour une force qui transforme progressivement la réalité vécue. Et c'est qui rend ce processus délicat, c'est la présence des anciens schémas. Ils tendent à orienter les choix de manière automatique, souvent sans que l'on s'en rende compte. Revenir vers ce qui est familier demande moins d'efforts que d'explorer une nouvelle direction. C'est pourquoi le choix conscient nécessite une forme de vigilance. Il implique de ralentir, d'observer, de ne pas céder immédiatement à la première impulsion. Oui, mais ce choix n'a pas besoin d'être parfait pour être efficace. Il ne s'agit pas de toujours prendre la meilleure décision, mais de cultiver une intention répétée. Même si certains jours, les anciens automatismes reprennent le dessus, la simple capacité à revenir à cette intention constitue déjà un mouvement de transformation. Chaque retour est une confirmation que la direction choisie existe toujours, qu'elle reste accessible. Et avec le temps, ce choix répété crée une forme de continuité. Il donne une direction au parcours, mène en l'absence de certitudes absolues. Une personne qui choisit régulièrement d'agir avec plus de conscience, dans des situations simples, développe progressivement une manière d'être plus alignée. Ce n'est pas une transformation spectaculaire, mais une évolution silencieuse qui se manifeste dans la stabilité intérieure
dans la capacité à faire face, dans la clarté des décisions. L'Inde, il y a aussi une dimension identitaire dans ce processus. Choisir une direction, c'est peu à peu redéfinir qui l'on est, non pas en se racontant une nouvelle histoire déconnectée du réel, mais en construisant une cohérence entre ce que l'on ressent, ce que l'on pense et ce que l'on fait. Cette cohérence renforce le sentiment d'existence, donne une forme de solidité intérieure qui ne dépend pas uniquement des circonstances extérieures. Ce chemin implique également d'accepter l'incertitude. Une direction n'est jamais totalement tracée à l'avance. Elle se révèle au fur et à mesure des choix, des expériences, des ajustements. Il peut y avoir des moments de doute, des hésitations, de périodes où le sens semble moins clair, mais ces phases font partie du processus. Elles permettent de réévaluer, d'affiner, de revenir à ce qui compte vraiment et choisir chaque jour. C'est aussi reconnaître que le changement ne dépend pas uniquement de grandes actions, mais d'une accumulation de gestes simples, une parole retenue, un effort maintenu, une attention portée à soi-même ou aux autres deviennent des points d'ancrage. Ce geste, répété, construit une dynamique qui dépasse largement leur apparente simplicité. Peu à peu, une transformation s'opère. Ce qui demandait une décision consciente devient plus spontanée. La direction choisie cesse d'être une contrainte pour devenir une évidence. Et même si le chemin reste imparfait, il acquiert une cohérence, une continuité qui donne le sentiment d'avancer, non pas de manière linéaire, mais avec une forme de fidélité à soi-même